Et donc aujourd'hui, j'ai la charge de faire la réponse un petit peu introductive, qui va un peu planter le décor pour l'ensemble des autres conférences de cette édition de la Semaine du son. Et donc je vais vous parler de l'oreille et l'audition d'une manière assez générale, des connaissances que l'on a à l'heure actuelle sur la perception du son. Alors, déjà, je suis très heureuse de vous avoir ici en visuel, en chair et en os devant moi, parce que ça fait presque un an que j'ai pas fait de conférence en vrai, que beaucoup de conférences en visio, mais c'est un vrai plaisir de pouvoir avoir un vrai public en face de moi. Donc, tout d'abord, je vais vous parler des sons. Les sons sont des signaux mécaniques. Ce sont des variations de pression de l'air qui sont rythmiques. Donc là, on vous a présenté par exemple un son pur. C'est une sinusoïde. Et vous voyez qu'au pic de la sinusoïde, les molécules d'air vont être très compressées, alors que dans la partie la plus basse de la sinusoïde, les molécules d'air sont plus distantes. Et cela se reproduit de façon rythmique. Et c'est ce qui, en fait, constitue les caractéristiques d'un son. Donc il y a deux caractéristiques qui vont être la fréquence, c'est-à-dire la distance qui s'applique au cours du temps, là, et l'amplitude du son entre le maximum et le minimum. Alors du coup, on a d'autres représentations. Vous avez les molécules d'air ici bien placées au moment du pic, puis elles vont s'étendre et se resserrer. Donc dans le cas d'une note pure, il s'agit d'une pompe qui est une sinusoïde, mais c'est assez rare qu'on entende un son pur, à part quand vous entendez la note du téléphone, par exemple. Et c'est pas très agréable, un son pur. En général, vous avez affaire à des notes qui sont avec un timbre, que ce soit le timbre d'un instrument ou le timbre de la voix. Et dans ce cas, c'est pas une simple sinusoïde, il y a également des nombreuses harmoniques qui se greffent. Mais ce qui caractérise le fait que c'est une note, c'est qu'il y a toute cette rythmicité, cette fréquence. Par contre, quand il s'agit d'un bruit, eh bien dans ce cas, il n'y a pas de fréquence caractéristique, c'est un petit peu chaotique. Il n'y a pas de reproductibilité dans le temps. Alors je vous ai mis ici des notes de forte intensité par rapport à faible intensité, donc vous voyez que l'amplitude de la sinusoïde varie. Et puis vous avez des notes aiguës, donc quand la fréquence est rapide, les pics sont resserrés, et des notes graves quand les pics sont plus écartés. Et puis je vous ai aussi présenté un audiogramme. Alors l'audiogramme représente toute la zone où notre oreille est capable, notre oreille et notre cerveau derrière sont capables de percevoir un son, d'entendre un son. Donc vous avez en abscisse ici les fréquences et en ordonnée les intensités. Et vous voyez qu'il y a une gamme de fréquences ici autour de 1 kHz où vous entendez très bien, puisqu'il suffit de très faible intensité pour que vous soyez capable de percevoir les sons. Et il se trouve que cette zone, c'est justement la zone de la parole, la zone conversationnelle. La nature est bien faite, l'évolution a bien fait les choses. Votre oreille perçoit le mieux les sons dans la zone du langage, en fait, de la voix. Et puis, si on va dans les fréquences les plus élevées, donc qui sont très aiguës, vous voyez qu'il faut une intensité plus forte pour pouvoir entendre le son. Et puis, à un certain moment, quand la fréquence devient trop élevée, notre oreille n'est plus capable de percevoir le son. On arrive dans les ultrasons. Par contre, il y a d'autres animaux, comme les chauves-souris, qui sont capables de le percevoir, mais pas notre oreille. Et puis, dans les fréquences les plus basses, donc on arrive pareil à des fréquences très graves, et au bout d'un moment, on perçoit des battements, mais plus des sons. Et il n'y a plus de perception auditive. Alors, c'est bien sûr l'oreille qui va nous permettre de percevoir ces sons. Et l'oreille est constituée de 3 grandes parties. Une oreille externe, donc toute cette partie constituée du pavillon et du conduit auditif. Une oreille moyenne, qui va en fait transmettre le signal, l'amplifier ou au contraire l'atténuer, on va voir comment. Et une oreille interne, qui est cette cochlée dont on va parler. Alors, je vous ai dit, les sons, c'est des déplacements des masses d'air. Et dans la cochlée, en fait, il y a du liquide. Donc, il va y avoir une conversion entre des déplacements de masse d'air et des déplacements de masse de liquide qui va se faire. Et pour cela, en fait, il va y avoir, au niveau du tympan, qui est cette membrane ici, une compression du tympan qui va se faire, et puis un ensemble de petits os ici au niveau de l'oreille moyenne qui vont pousser ensuite ici une petite fenêtre qui va engendrer des mouvements de liquide dans un sens et dans un autre, au niveau de la cochlée. On va détailler un petit peu tout ça. Tout d'abord, on va parler de l'oreille externe. Donc l'oreille externe,
Le son arrive au niveau du pavillon, il est transmis dans le conduit auditif. Et vous voyez, ça c'est la courbe d'entrée en rouge ici, et ça c'est la courbe de sortie en bleu. Donc, vous voyez qu'il y a un petit décalage de phase entre le son qui arrive ici et le son qui arrive au niveau du tympan. Et il y a aussi une petite perte en décibels dans l'amplitude. Comme il va falloir convertir un son dans une masse d'air en un son d'une masse liquide, il va falloir mettre un peu d'énergie pour conserver suffisamment d'amplitude. Donc pour ça, c'est le travail habituel de l'oreille moyenne. Donc au niveau de l'oreille moyenne, il y a 3 petits os qu'on appelle le marteau, l'enclume et l'étrier. Donc l'étrier va pousser sur le tympan, l'étrier va pousser sur la fenêtre ovale au niveau d'à côté, et le marteau il va recevoir les signaux au niveau du tympan. Il va se mettre à bouger. Et ces 3 os vont avoir un effet un petit peu de levier, d'amplification du signal, et permettre du coup de pousser avec une certaine puissance sur cette fenêtre ovale de la cochlée. En plus de ça, donc en plus de cet effet, les sons se propagent aussi tout le long de l'os. Vous voyez que toute l'oreille est entourée d'os. Et donc les vibrations vont aussi être amplifiées par cette espèce de caisse de résonance constituée par l'os qui entoure l'oreille moyenne. Alors, il y a également 2 petits muscles dans l'oreille moyenne qui vont réguler les variations de mouvement de ces os. Il y a le tenseur du tympan qui est accroché ici sur le marteau et le muscle de l'étrier qui est accroché sur l'étrier. Et ces muscles sont très importants parce que si vous avez un son trop violent qui arrive à l'oreille, ça risque d'abîmer, on va avoir des cellules qui sont dans la cochlée parce que ça va faire des perturbations trop importantes. Et donc quand vous êtes soumis à un son violent, très rapidement, le muscle ici du tympan va se contracter, le tenseur du tympan, et freiner un petit peu les mouvements de ces 3 os pour diminuer les mouvements du tympan, donc atténuer le son qui sera perçu par la cochlée. À l'inverse, quand vous êtes à un temps d'un chuchotement, que vous devez tendre l'oreille, eh bien, vous aurez au contraire un relâchement des muscles de l'étrier pour permettre un meilleur entraînement de cette fenêtre ovale qui se situe à ce niveau-là. Vous constatez aussi que le tympan est beaucoup plus large en surface que la fenêtre ovale ici. Et donc il y a une espèce de concentration qui va se faire, de condensation du son, d'amplification de l'énergie qui va arriver au niveau de la fenêtre ovale pour permettre vraiment un mouvement important, suffisant pour faire bouger les masses de liquide. Ici c'est une photo en microscopie électronique du tympan avec un petit bout du marteau. Et puis on arrive à l'oreille interne. Arrivé à l'oreille interne, vous voyez que l'oreille interne est entre les os. Et elle est constituée de 2 parties. Le vestibule, qui contient les canaux semi-circulaires, le vétricule et le sacule, qui sont responsables de la perception de l'accélération et de la gravité, qui participent aussi un peu à la perception des battements, de certains sons très graves. Et puis la cochlée, qui elle va être vraiment la spécialisation de l'oreille vraiment impliquée dans la perception du son. Donc cette cochlée, elle ressemble un petit peu à l'escargot, elle est remplie de liquide et toujours entourée d'os. Donc voilà quelques images que je trouve jolies, je vais vous les montrer parce que voilà, ça ressemble vraiment à un escargot, ça c'est vraiment une photo de cochlée, ça c'est un microscopie électronique après avoir un peu découpé la surface. Et ça c'est une coupe de la cochlée. Et on voit ici, je vous ai mis la cochlée sur 1 centime pour que vous vous rendiez compte un petit peu de la taille et que ça fait quelques millimètres, c'est vraiment tout petit dans l'oreille. Et donc vous voyez qu'il y a des cavités entourées d'os. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces cavités sont très bien organisées. Vous avez une cavité qui est en contact avec la fenêtre ovale, donc va venir la stimulation rythmique de cette membrane, et ça va faire bouger des liquides qui vont monter jusqu'au sommet de cette cochlée et redescendre par l'autre rampe. Donc il y a une rampe qu'on appelle tympanique, un canal tympanique côté tympan et un canal vestibulaire côté vestibule. Et donc ce canal vestibulaire est du côté de la fenêtre ovale, et puis on va faire le tour et on va arriver à l'autre côté, l'autre membrane qui est la fenêtre ronde. Vous voyez aussi qu'il y a ici une petite spécialisation qui s'appelle l'organe de Corti ici,
Et on a cette membrane basale qui va être très importante parce que c'est elle qui va se mettre à osciller en rythme avec la fréquence du son. Et donc au niveau de cette membrane basale, on a cet organe de Corti qu'on va beaucoup détailler et une petite membrane ici qu'on appelle la membrane tectoriale. Vous voyez aussi qu'on a mis des couleurs différentes pour ces deux rampes tympaniques et vestibulaires et cette rampe médiane parce qu'en fait elles ne sont pas remplies par les mêmes liquides. On va voir la partie des deux rampes externes est remplie d'un liquide qu'on a représenté ici en bleu, qui est la péninymphe, qui est un milieu qui ressemble à l'eau de la mer, et tous les milieux extracellulaires, alors que la partie ici, qui est dans la rampe médiane, est remplie d'un liquide qu'on a représenté en rose, et on va voir que c'est de l'endolymphe, qui n'a pas du tout la même composition, qui contient beaucoup de potassium. Et donc, vous voyez que voilà, donc la fenêtre ovale est stimulée, le liquide va circuler jusqu'en haut et redescendre, et tout ça va permettre de faire bouger cette membrane, qui est appelée la membrane basale, et donc entraîner des mouvements de cet organe de Corti et des mouvements relatifs de l'organe de Corti par rapport à la petite membrane tectoriale qui est juste dessus. Donc voilà une petite animation pour vous montrer qu'est-ce qui se passe quand un son aigu arrive ou un son grave. Donc quand c'est un son aigu, on a vu que la fréquence est élevée. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que c'est la partie la plus proche du tympan, la partie vraiment basale de cette membrane basale qui va osciller majoritairement. Alors que quand c'est des sons plus graves, eh bien les parties les plus apicales de la membrane basale vont être reflétées. Vous allez dire comment ça se fait. Pourquoi est-ce que ce n'est pas les mêmes parties de la membrane basale qui sont activées en fonction de la fréquence du son? Eh bien simplement parce que si on déroule cette membrane basale, on s'aperçoit qu'elle n'est pas rectangulaire, elle n'est pas droite, elle est triangulaire en fait. Elle est beaucoup plus fine à la base et beaucoup plus large à l'apex. Et la conséquence, c'est que cette membrane basale ne va pas rentrer en résonance avec les mêmes sons. Même qu'une corde de guitare, quand elle est très petite, elle va faire des sons aigus, elle va rentrer en résonance avec des sons aigus, alors qu'une corde plus épaisse va faire des sons graves. Et bien là, c'est pareil, la base de cette membrane basale va osciller très rapidement avec des fréquences élevées des notes aiguës, alors que l'apex va être recruté par des sons plus graves. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une tonotopie, c'est-à-dire qu'il y a une organisation dans l'espace qui correspond à l'organisation des fréquences. Donc deux fréquences voisines vont entraîner les mouvements de la membrane basale dans les zones voisines. On a comme ça une organisation qui respecte toute la gamme des fréquences. Alors je vais vous montrer ici une petite animation pour que vous compreniez bien cette notion de membrane basale qui est importante. Donc le son, quand il arrive, comme je vous l'ai dit, il va passer par arriver au pavillon, traverser le canal, stimuler le tympan. Ensuite, vous avez ces petits muscles de l'oreille moyenne qui vont propager le son, et puis ça va stimuler la fenêtre ovale, et là on déroule la cochlée pour voir à l'intérieur la membrane basale. Et vous voyez que la membrane basale, à sa base, elle est très fine, alors qu'à l'apex, elle est plus large. Donc si on voit différents sons, aigus ou graves, c'est pas les mêmes parties de la membrane basale qui vont se mettre à sonore, le transformer, le convertir en un signal compréhensible par le cerveau. Et donc envoyer au niveau des nerfs des messages jusqu'au cerveau. Donc ces cellules ciblées, il y en a deux types.
on va voir les cellules ciliées internes qui sont vraiment responsables de la transmission de ce signal de fréquence, et les cellules ciliées externes qui vont être plus régulatrices de ces oscillations pour les amplifier ou au contraire les atténuer si le son est trop violent. Et donc cette petite membrane pectoriale, vous allez voir, va permettre de faire osciller les cils. Donc si on zoome encore plus, eh bien on voit donc cette membrane pectoriale. Donc je vous rappelle ici c'est l'endolymphe qui est présente à la périphérie, c'est la périnymphe. Et en zoomant encore plus, on voit donc ces rangées de cellules ciliées externes et une rangée de cellules ciliées internes. Donc, il y a 3 rangées de cellules ciliées externes, c'est extrêmement bien organisé. Et vous voyez que les petits cils des cellules ciliées externes sont organisés en flèches, alors que les cils des cellules ciliées internes sont organisés de façon linéaire. Ces cellules ciliées externes, elles reposent sur des cellules qui sont des cellules de soutien, qu'on appelle cellules de Decker, qui ont des tailles différentes pour leur permettre, en fait, vous allez voir tout à l'heure, d'avoir aussi des tailles différentes en fonction de leur localisation dans la coquille. Donc ce qui est intéressant, c'est que lorsque la membrane basale va commencer à osciller, eh bien, les petits cils vont se mettre à osciller aussi en rythme parce qu'ils vont frotter sur cette membrane pectoriale. Il y aura des mouvements relatifs de la membrane basale par rapport à la membrane pectoriale qui vont faire que les cils vont être inclinés. Et à chaque fois que les cils sont inclinés, ça va déclencher un signal nerveux qui va être transmis au cerveau. Donc on va zoomer encore un petit peu. Donc voilà ces cellules ciliées externes en 3 rangées, les cellules ciliées internes. Et là, je vous ai montré quelques photos en microscopie électronique pour vous montrer que je ne vous raconte pas des histoires. Là, c'est une coupe en microscopie optique. On voit bien les petits cils, je ne sais pas si vous voyez d'où vous êtes, et les cellules ciliées externes, les cellules ciliées internes, la membrane pectoriale. Et puis, si on fait une photo en microscopie électronique avec cléophracture, on voit bien les organisations des cils, des cellules ciliées externes et internes, et même les départs de nerfs ici, en vert. Alors, quand les cils sont lésés, les cellules ciliées internes, ça induit de la surdité. S'il y a des mouvements trop violents de la membrane basale, parce qu'on écoute des sons trop forts, ça va frotter les cils, ça va les appuyer contre la membrane pectoriale, et puis il y avoir une cassure de ces cils, et c'est irréversible. Ces cellules nerveuses, elles ne se régénèrent pas. Donc, si elles meurent, on perd l'audition dans ces fréquences sur lesquelles elles sont. C'est pour ça que c'est important de ne pas s'exposer à des sons trop forts. Donc, on va un petit peu détailler maintenant le fonctionnement des deux types de cellules ciliées, externes et internes. Vous voyez que les cellules ciliées internes envoient des signaux nerveux par le nerf auditif jusqu'au cerveau. Mais elles reçoivent aussi des messages du cerveau par ces fibres roses. Et de la même manière, les cellules ciliées externes envoient des signaux au cerveau et reçoivent également des informations du cerveau. Donc il y a vraiment des informations qui circulent dans les deux sens. Alors, je vous disais tout à l'heure que le fluide qui est dans cette partie de la rampe médiane, est différent des fluides dans les autres rampes. En effet, il contient énormément de potassium. Vous voyez, la péninymphe, c'est un milieu tout à fait classique avec beaucoup de sodium et de chlore, comme dans le nerf, qui est un peu extracellulaire. Et à l'inverse, dans l'endolymphe, il y a beaucoup de potassium. Et la raison est qu'il y a des cellules qui bordent ici la rampe médiane qui vont constamment pomper du potassium depuis le sang pour le faire rentrer dans cette endolymphe. Et la conséquence, c'est qu'il y a un potentiel très élevé dans cette endolymphe, de plus 80 millivolts, alors qu'habituellement on est plutôt à 0 en fait à l'extérieur. Et donc c'est important parce qu'on sait que si ces cellules sont déficientes et que le potassium ne peut pas être transféré dans la rampe médiane, ça induit des surdités également. Alors, du coup, comment ça marche? Eh bien, quand il y a un mouvement de la lame basale, parce que le son arrive à la bonne fréquence à l'endroit voulu de la lame basale, la lame basale va se mettre à osciller et il y a des mouvements relatifs de cette lame basale par rapport à la membrane pectoriale. Et comme vous le voyez là, les cils des cellules ciliées externes, ils sont collés à la lame basale. En revanche, les cils des cellules ciliées internes, ils sont libres, mais ils peuvent être pliés par la lame basale. Donc en fait, quand ce mouvement va avoir lieu, la conséquence, ça va être qu'il y a des canaux potassiques, des protéines qui extractent uniquement le potassium au niveau de la membrane. Et ces canaux sont reliés entre eux par des petites protéines extracellulaires qu'on a représentées là par des petits ressorts. Et donc quand les cils sont pliés,
à l'extérieur de la cellule, en plus elle est polarisée négative à l'intérieur, donc c'est un ion positif, il a une concentration très forte à l'intérieur alors qu'il y en a moins à l'intérieur, il va vraiment avoir tendance à rentrer dans la cellule, selon ses gradients à la fois chimiques et électriques. Et un ion positif qui rentre dans une cellule, ça dépolarise la membrane. Donc on va créer une dépolarisation qui va se propager également plus à l'intérieur, là. Et la conséquence de cette dépolarisation, ça va ouvrir des canaux calciques, cette fois-ci, dépendant du potentiel. Et donc le calcium va rentrer dans les cellules, et la conséquence de cette entrée de calcium, ça va être, par des mécanismes que je ne vais pas détailler, mais ça va être la libération de vésicules qui contenaient un neurotransmetteur, qui est ici le glutamate. Donc suite à la flexion des cils, il va y avoir en rythme une libération de glutamate qui se fait, et ce glutamate va aller se fixer sur des récepteurs au niveau de cette fibre afférente qui va ensuite informer le cerveau, parce qu'en fait, quand le glutamate se fixe, ça va dépolariser la membrane ici et générer des potentiels d'action qui peuvent se transmettre à distance. Donc à chaque fois que les cils se plient, il va y avoir, au niveau de la synapse suivante, au niveau du nerf suivant, genèse de potentiels d'action et envoi d'un signal au cerveau. Alors, donc ça c'est une petite animation pour vous montrer que voilà, à chaque fois que le cil se plie, il y a un changement de polarité de la membrane, de polarisation, et du coup, libération de neurotransmetteurs et envoi d'un signal, un potentiel d'action ou plusieurs au niveau du cerveau. Au niveau de la cellule ciliaire interne, c'est pareil, à chaque fois que les cils se plient, il y a une dépolarisation et du coup, libération d'un neurotransmetteur qui va informer le cerveau qu'il y a une activité qui se fait dans ces fréquences. Alors, je vais détailler un petit peu les cellules ciliées externes, leurs fonctions, parce que c'est vraiment très amusant comme elles sont organisées et comme il y a eu au cours de l'évolution une spécialisation vraiment extraordinaire de ces cellules. Si on regarde déjà comment elles sont organisées, vous voyez les cils sont très joliment organisés en flèches, ce qui permet un bon contact avec la membrane tectoriale. Et puis, vous avez donc les fibres qui vont aller vers le cerveau, ici en vert, et recevoir les informations du cerveau, ici en rouge, en provenance de différents noyaux cochléaires. Voilà des représentations de microscopie électronique de ces cellules. Et ce qui est intéressant, c'est que si on regarde le long de la cochlée, on s'aperçoit que ces cellules n'ont pas la même taille. En fait, à la base de la lame basale, la basale est étroite et qui est aussi à une grande fréquence, à une fréquence élevée, les cellules sont petites. Donc elles vont pouvoir vibrer beaucoup plus rapidement, en rythme, avec la fréquence concernée. Alors qu'au niveau le plus apical, les cellules sont beaucoup plus allongées. Et la compensation se fait avec les cellules de soutien dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui vont compenser cette longueur, pour que la longueur reste toujours à peu près la même tout le long de la lame basale. Et ça, c'est vrai pour plein d'espèces. Là, vous avez le rat, le chat, c'est valable pour beaucoup d'espèces de mammifères. Donc ça, c'est une autre représentation. Donc, vous voyez qu'à la base, ça va osciller à une grande vitesse, à une grande fréquence. Vous avez des toutes petites cellules ciliées externes, alors qu'à la PEC, vous avez des grandes cellules ciliées externes. Et ces cellules ciliées externes, elles vont se comporter un peu comme des ressorts. Elles vont amplifier le mouvement de la lame basale en résonance avec la fréquence. Et comment ça marche? En fait, c'est un petit peu comme un ressort. On a trouvé qu'il y a une molécule qui s'appelle la prestine, qui est organisée tout le long de la membrane de ces cellules et qui va en rythme avec le mouvement des cils se contracter, se relâcher, se contracter, se relâcher. Et on sait en fait que quand le calcium rentre, il se fixe à une autre protéine, une protéine qui s'appelle la calmodulite. La calmodulite va s'intercaler dans cette prestine et donc écarter un petit peu les différentes parties de la protéine pour qu'elle occupe plus de surface. Et quand le calcium revient à un niveau normal, parce qu'il a été repompé et excludé de la cellule, la calmodulite n'étant plus liée au calcium, va quitter la protéine et donc la protéine va se resserrer. Et donc en rythme avec l'entrée-sortie de calcium, vous avez comme ça une espèce d'oscillation qui se fait et qui permet d'amplifier le mouvement. Alors lorsque le son est trop fort, en revanche, le cerveau peut envoyer des signaux et limiter les mouvements de ces cellules ciliées externes pour au contraire atténuer les fluctuations de la membrane basale, les mouvements de la membrane basale.
C'est encore plus extraordinaire que ça, parce qu'on a pu montrer que les canaux potassiques qui sont présents sur ces cellules ciliées externes ne sont pas les mêmes à la base et à l'apex. Il y a des variantes d'épisage qui font qu'à la base, les canaux s'ouvrent et se ferment beaucoup plus rapidement, alors que l'apex s'ouvre et se ferme plus lentement, donc ça peut rentrer en résonance toujours avec le rythme des fréquences auxquelles ces canaux sont soumis. Et donc ils vont s'ouvrir et se fermer exactement à la bonne fréquence, de façon à ce que le calcium puisse rentrer et sortir exactement à la bonne fréquence. Ici, on vous montre en microscopie électronique ces petits liens qui existent entre les différents cibles qui permettent l'étirement et l'ouverture des canaux potassiques. Il faut vraiment les visualiser en microscopie électronique. Donc voilà, donc vous avez ces cellules ciliées externes qui vont jouer ce rôle d'amplificateur ou au contraire d'atténuateur. Et maintenant, on va parler un peu des cellules ciliées internes. C'est le même principe, hein. Vous avez les canaux potassiques, c'est la même histoire. Quand les cils sont pliés parce qu'ils touchent la membrane pectorale, on a une dépolarisation due à l'entrée de potassium, puisqu'il y a cette forte concentration de potassium dans le liquide. Ça dépolarise, ça ouvre des canaux calcium qui vont faire libérer du glutamate, ça envoie un signal au cerveau. Et puis bien sûr, ensuite le calcium est remonté vers l'extérieur en même temps que le potassium pour trouver des niveaux de base dans la cellule. Ici, je vous montre quelques enregistrements qu'on peut faire d'une cellule ciliée interne, directement avec des microélectrodes, et aussi d'une fibre nerveuse qui quitte donc, la cochlée pour aller se diriger vers le cerveau. Donc si les fréquences sont relativement en cohérence avec le fonctionnement de la cellule, eh bien, on voit que la cellule est capable de suivre la fréquence. C'est-à-dire qu'il y a à chaque fois que les cellules se plient et se déplient, on arrive à enregistrer une variation potentielle qui correspond au rythme enregistré. Si la stimulation sonore est plus élevée en fréquence par rapport à ce que peut suivre la cellule ciliée, bien à ce moment, on atteint un plateau. Et là, encore plus, on augmente encore la fréquence. Au niveau de ce qu'on peut enregistrer, là, au niveau de cette cellule qui va vers le cerveau, on voit qu'à chaque fois qu'il y a un son, on peut enregistrer des potentiels d'action avec une certaine fréquence, avec une certaine organisation. Et entre deux sons, on n'a plus ou pas de potentiel d'action. C'est vraiment au moment du son que les cellules sont recueillies. On peut également enregistrer aussi, si on a un peu, par rapport à tout à l'heure, on avait une échelle de temps très resserrée, on ne voyait pas bien les potentiels d'action. Si on étire un peu l'échelle de temps en millisecondes, on voit la forme ici très caractéristique d'un potentiel d'action comme dans la plupart des cellules nerveuses, tout à fait classique. On peut également enregistrer le nerf, qui contient l'ensemble de ces fibres nerveuses. Donc ça, c'est une sommation de plein de signaux de différentes cellules en provenance de la cochlée. Donc c'est un peu le bazar, mais les médecins peuvent utiliser ça pour voir un petit peu si l'audition est correcte, s'il y a un signal qui vient de l'oreille interne. Alors, la plupart des neurotransmetteurs qui sont impliqués dans ces synapses sont connus. Donc, je vous ai dit, là, pour la cellule ciliée interne, c'est le glutamate. Et on sait que pour ces fibres qui vont réguler le transfert de l'information, on connaît aussi un certain nombre de neurotransmetteurs comme l'acétylcholine, le GABA, la dopamine. C'est important cette régulation parce que ça va rentrer dans les processus d'attention. Par exemple, si vous êtes en train, en même temps de lire un livre et d'écouter la radio, votre attention va probablement alterner entre les deux, et quand vous êtes en train de prêter attention à votre livre, vous allez avoir un frein ici, et le signal ne va plus être aussi bien véhiculé jusqu'au cerveau, parce que certains neurotransmetteurs vont empêcher de faire polariser, par exemple la membrane, et vont empêcher la généralité potentielle d'action. Donc il y a cette régulation qui existe à ce niveau-là. Pour les cellules ciliées externes, donc on connaît également les neurotransmetteurs qui sont impliqués dans les signaux qui proviennent du cerveau, donc surtout l'acétylcholine et le GABA. Et à ma connaissance, on ne connaît pas encore les neurotransmetteurs impliqués dans le transfert d'informations vers le cerveau. À ma connaissance, c'est assez. Peut-être il y a des personnes qui sont dans la salle qui vont me contredire, je ne sais pas. Parce que je ne suis pas une grande experte de l'oreille. Donc voilà. Ensuite, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que pour les cellules ciliées internes, vous avez de nombreuses fibres qui vont aller vers le cerveau. Alors, donc il y a une espèce de divergence. Alors qu'au contraire, pour les cellules ciliées externes, vous avez plusieurs cellules ciliées externes qui vont être innervées par le même type de fibre.
c'est moins précis, ça a besoin d'être moins précis parce que c'est juste une régulation, c'est pas un signal vraiment sonore précis qui va être véhiculé. Donc là, je vous ai mis aussi les récepteurs au glutamate qui sont impliqués dans cette synapse. C'est les récepteurs classiques, AMPA, LDA, et les récepteurs métallotropiques au glutamate. Il y a même des récepteurs métallotropiques ici en présynaptique qui vont aussi permettre un rétrocontrôle. S'il y a trop de glutamate libéré au niveau de la synapse, eh bien, il y a un frein qui se fait à la libération de glutamate pour calmer un petit peu le jeu au niveau de la synapse. J'ai bientôt fini. Donc les signaux en provenance de la cochlée, on a vu ces différentes fréquences qui vont activer les cellules cignales internes, et les cellules sont véhiculées par plusieurs voies. Il y a une voie ici qui croise, qui remonte par le lobe supérieur, le colliculus inférieur, donc c'est des coupes de moelle épinière, et ça c'est des coupes de cerveau. Donc on remonte le long de la moelle épinière, on arrive au colliculus, c'est pas la moelle épinière, d'ailleurs c'est la base du cerveau ici, au niveau de l'oreille, et puis on remonte jusqu'au thalamus, qui est un relais également, le conjonctif médian, et jusqu'au cortex auditif. Et vous voyez qu'il y a ici une dérivation qui se fait, parce que le signal d'une oreille va aller des deux côtés. D'un côté contralatéral, mais aussi côté ipsilatéral par une voie un peu plus lente, puisqu'il y a des synapses de plus. Et donc vous allez avoir pour chaque cortex auditif des signaux des deux oreilles qui vont arriver. Un signal direct, un signal indirect. Il y a une autre voie également qui part aussi de la cochlée, qui ne croise pas. Il y a un peu plus de synapses qui sont impliquées, c'est un peu plus lent. Et ça arrive ici au niveau d'un autre cortex, qui est un cortex polysensoriel, qui va intégrer plusieurs modalités sensorielles, par exemple la vision, le tact et l'audition. Et c'est un cortex qui va justement être impliqué dans le choix intentionnel que vous allez prêter à telle ou telle modalité sensorielle. Plus la vision, plus l'audition, plus le toucher, etc. Alors, si on regarde maintenant ce qui se passe tout le long de ce trajet, on peut, par exemple, chez le chat, on peut enregistrer dans ces différents noyaux les cellules et voir à quelle fréquence elles répondent quand on fait les stimulations sonores au niveau de l'oreille du chat. Et voilà le type d'enregistrement qu'on enregistre. Donc, en fonction des fréquences, toujours on a 6, on mesure les amplitudes à laquelle le chat est sensible. Et on voit, c'est intéressant qu'à tous les niveaux, il y a des cellules qui vont répondre de façon assez sélective à un seul type de fréquence. Par exemple, cette cellule répond très bien à 5 Hz. Et puis dès qu'on s'écarte de 5 Hz, il faut augmenter beaucoup l'intensité pour que ça réponde. Donc ça répond de moins en moins bien. C'est très sélectif, dans une gamme de fréquences assez étroite. Et ça, c'est valable vraiment à tous les niveaux. Et ce qui est très intéressant, c'est que si vous prenez toutes les cellules, par exemple, ici on a le niveau du colliculus inférieur, eh bien, vous reconstituez en fait l'audiogramme que je vous ai montré tout à l'heure. Toutes ces cellules vont chacune coder une partie différente de l'audiogramme. Et si vous avez des cellules lésées, par exemple, vous avez écouté un son très violent, une explosion à 5 Hz, par exemple, eh bien, vous allez avoir un audiogramme qui va être modifié, vous allez perdre l'audition dans ces fréquences, parce que les cellules ciliées auront été abîmées, auront été lésées. Voilà, et pour finir, donc, le signal arrive dans le cortex auditif. Je dis pour finir, mais le traitement du signal n'est pas fini, parce qu'il va encore y avoir beaucoup de traitements pour comparer à des choses mémorisées, pour voir si ça a une connotation affective, etc. Mais en tout cas, la première étape au niveau du cortex, c'est le cortex auditif primaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu constater que dans ce cortex auditif primaire, on retrouve la tonotropie dont je vous ai parlé tout à l'heure au niveau de la cochlée. Donc, c'est les fréquences les plus bas, les plus graves, qui vont être codées d'un côté à l'apex, d'un côté du cortex auditif primaire, et les fréquences les plus aiguës vont être codées de l'autre côté, et il y a des fréquences voisines qui sont représentées par des neurones voisins dans ce cortex. C'est valable aussi chez les singes, c'est notre exemple, l'autonotropie corticale, c'est valable chez les mammifères. Et enfin, je vous ai dit tout à l'heure que le cortex reçoit des informations des deux oreilles. Donc c'est vraiment intéressant parce que, d'une part, vous avez cette représentation en fréquence. Si on fait ici un petit cube de cortex et qu'on regarde ce qui se passe dans ce cube, il y a des colonnes de fréquence. Et il y a également des colonnes dans l'autre dimension de l'espace qui vont être chargées de la comparaison des deux oreilles, des signaux qui viennent des deux oreilles. Donc il y a des colonnes qui vont additionner les signaux et des colonnes qui vont au contraire soustraire les signaux. Et ça c'est vraiment intéressant parce que ça vous permet de déterminer d'où vient le son. Parce que si vous
par exemple un son qui vient de la droite, il va taper d'abord votre oreille droite et quelques millisecondes plus tard votre oreille gauche. Et le cerveau, lui, il est capable de laisser ces quelques millisecondes de différence. Et ça va vous permettre de savoir que le son vient de la droite et pas de la gauche. Il y a une petite expérience très amusante que je fais à mes étudiants. Je leur fais fermer les yeux et je leur fais venir un son soit de la droite, soit de la gauche, soit sur le plan médian. Et quand c'est sur le plan médian, en fait, ils sont incapables de dire d'où vient le son. Parce qu'il n'y a pas de différence en fait, de temps entre l'arrivée à l'oreille droite et l'oreille gauche. Que ce soit en bas, en haut ou derrière, ils ne font pas la différence. Ils sont incapables de dire c'est devant ou c'est derrière. En revanche, dès qu'il y a une latéralisation, le son va arriver d'abord à une oreille puis à l'autre, et là ils sont capables de dire ça vient de droite ou de gauche. Donc vraiment, on est très sensible, vraiment avec une milliseconde près. Pour l'évolution, c'est important de savoir où est l'énergie, c'est quelque chose qui est bien mis en place. Voilà, donc je vous fais un petit résumé de tout ce que je vous ai raconté depuis le début. J'espère que ça va et que ça vous aidera à suivre l'ensemble des autres conférences. C'était un petit peu le but de planter le décor pour que vous puissiez ensuite suivre toutes les autres conférences. Donc voilà, le son arrive au niveau de l'oreille, il traverse le conduit auditif externe dans l'oreille externe, il va faire osciller le tympan, en même temps l'os va se mettre à vibrer et ça va, donc, ça va faire par la manière de ces trois os de l'oreille moyenne, les trois ossets, ça va faire vibrer la fenêtre ovale ici et ça va mettre en branle tout le liquide qui est dans la côté, qui va monter, faire le tour et redescendre et se mettre à osciller en rythme avec la fréquence du son. Et ça va faire vibrer donc, la membrane basale. Et sur la membrane basale, vous vous souvenez, vous avez ces petites cellules ciliées qui sont des capteurs qui vont transduire, en fait, transformer ce signal mécanique en un signal électrochimique compréhensible par le cerveau. Donc ce potentiel d'action est généré et il va aller être transféré par tous ces nerfs dont je vous ai parlé qui vont aller jusqu'au cortex auditif et au cortex polysensoriel, transférer l'information auditive pour ensuite être traitée encore plus pour une compréhension du son et une interprétation de ce que vous entendez. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre attention et s'il y a des petites questions, je